Donc merci à tous d'être venus pour cette troisième table ronde. On a abordé hier matin sur comment réussir un projet no-touristique. On a abordé l'après-midi le no-tourisme et le digital, et on ne pouvait pas ne pas aborder cette question de durabilité qui devient, comme vous l'a dit hier, et les financiers et l'avocat, vraiment une condition sine qua non d'un projet no-touristique. À cette table ronde aujourd'hui, donc Jérôme Villaret, qui était là hier et qui est notre fil rouge en fait, qui vient témoigner à chaque fois de son expérience terrain, et qui a l'agence réceptive Pépites du Sud. Valérie qui nous arrive... Attention, il y a Siri qui se réveille. Valérie qui nous arrive du Pays Cœur d'Hérault, et c'est une structuration de territoire très intéressante et très innovante dans le tourisme durable, avec plein d'actions qui sont autant d'exemples à suivre pour les territoires, mais aussi de manière individuelle. Pour la partie technique, parce que le no-tourisme durable, il commence déjà à la conception du chai. On a Rémi d'un G20 qui va parler un peu de comment on conçoit aujourd'hui une cave lorsqu'on a un projet no-touristique, mais aussi qu'on a envie de s'inscrire dans la durabilité. Et puis Angélica d'Adoc qui va nous parler de la qualité, parce que c'est essentiel. Pour ma part, donc je me représente, France Gerbal-Médal. J'ai un cabinet de conseil qui s'appelle AOC Tourisme et Environnement. Ça fait 12 ans que j'ai ce cabinet-là. Je viens du champ du tourisme à la base. J'étais directrice d'office de tourisme et j'ai commencé bien avant en étant guide. Et j'ai une particularité, c'est que l'envie m'a pris d'écrire une thèse un jour. Une mauvaise idée pour mon mari. Mais une bonne idée pour moi, et donc je suis docteur en géographie, spécialiste de l'œnotourisme. Et mon propos de départ, c'était qu'en 2007, lorsque les ministres de l'Agriculture et du Tourisme ont demandé à Paul Dubrul, qui était alors fondateur du groupe Accor, un rapport sur le tourisme vitivinicole, il y avait une question centrale qui était: que peut apporter le tourisme aux viticulteurs et vice-versa, parce qu'on est en crise viticole. Et le fondateur d'Accor, à ce moment-là, est sénateur, et il est un des plus gros opérateurs de tourisme, le premier en France, et il représente le premier groupe hôtelier au monde. Donc on lui demande d'avoir une vision macro, mais touristique. Et donc il va sortir... Il était vigneron. Et il était vigneron. Et il a sorti un rapport qui a permis pendant les 10 années qui ont suivi, de structurer la filière, d'accompagner la filière, la montée en gamme là-dessus. Aujourd'hui, on est 15 ans après, on connaît une crise viticole qui est assez... malheureusement emblématique de ce réchauffement climatique, de cette évolution du changement de climat. Et donc, il faut voir ce que peut amener le no-tourisme aujourd'hui. Alors, pour rappel, en 2020, avec mon labo universitaire, on a mené une enquête auprès de 267 professionnels de l'Occitanie qui fondent le no-tourisme. Ça illustre 95% des situations possibles sur l'Occitanie, et on voit que le no-tourisme, il n'a peut-être pas encore pris sa place dans la région, vu que le poids de l'œnotourisme dans le chiffre d'affaires des vignerons indépendants est de moins de 20% pour 76% d'entre eux. Donc il y en a très peu qui finalement ont une part plus importante. Pour rappel, la Californie, surtout la Californie du Nord, on est à 40% de chiffre d'affaires minimum dans les domaines. Et et c'est là où on voit qu'il faut vraiment travailler encore sur le no-tourisme, le nombre moyen de visiteurs en Occitanie accueillis au domaine est de 1400 personnes par an, avec un panier moyen de 50 à 80 euros. Et cette différence de panier moyen entre 50 et 80 euros, c'est si j'ai professionnalisé ou si je n'ai pas professionnalisé. En fait, plus on a du personnel dédié et un travail mené sur la structuration de l'œnotourisme en tant que nouvelle activité, plus le panier moyen augmente. Et si on reste sur juste, je mets un panneau sur la porte et j'accueille au domaine,
eh ben, la part de poignées moyens, elle baisse énormément parce que finalement, on fait que de la cueillette de touristes et on ne travaille pas le tourisme. Aujourd'hui, et j'en terminerai là avec les chiffres, les visites dégustation sont proposées majoritairement. 84% des vignerons interrogés proposent une visite dégustation. Cette visite, elle est souvent excessivement technique et elle ne correspond pas toujours à la demande de la clientèle de l'œnotourisme en Occitanie, qui est une clientèle familiale. C'est un modèle qui correspond très bien au Bordelais, où on a une clientèle de nos touristes plutôt en couple, qui est majoritairement en couple. Elle correspond très bien à la Champagne, où on a beaucoup d'individuels, et notamment des Parisiens qui viennent pour l'excursion à la journée. Nous, dans le sud, et ça s'étend sur les vignobles de Provence, et ça s'étend aussi sur la Corse, on est sur une destination familiale, et on a une clientèle familiale. Donc il faut adapter cette visite. La deuxième offre, elle est autour de la restauration des produits du terroir et du goût. Et elle n'est offerte qu'à 35% dans les domaines, ce qui est assez étonnant pour une région Occitanie qui se targue d'être la région du goût, la région où il y a le plus de produits alimentaires sous signe de qualité et où c'est vraiment notre ADN de bien manger. J'ai pas dit bien boire parce que je me rappelle que l'avocat hier, il a dit qu'il fallait faire attention avec ça pour la loi Evin. Donc, on mange bien uniquement. Et puis la troisième offre qui est largement développée dans notre région, enfin à 32%, mais qui correspond à notre ADN et qu'on ne retrouve pas sur les autres vignobles de France, c'est l'apéro-concert. Très difficile d'aller faire un apéro-concert à Château-Margaux. Hein. On ne vous accueillera pas de la même façon. Ici, c'est quand même dans notre envie d'accueillir les gens, de se retrouver autour d'un verre, de la musique, de partager. Donc on a ces trois formes qui sont vraiment les plus développées. On trouve ensuite d'autres formes plus originales, et notamment les hébergements insolites. Tu nous en parleras sûrement. Les dégustations dans le noir, des escape games très à la mode, des caches dans les vignes aussi. Donc on a cette évolution qui est en train de se faire. Et pour terminer mon propos introductif qui a été trop long, très certainement, il ne faut pas oublier que l'œnotouriste est avant tout un touriste, qu'il est là pour passer du bon temps en famille, qu'il ne veut pas être mis en difficulté par rapport à ses enfants et qu'il a besoin d'avoir un discours cohérent de début jusqu'à la fin. Et pour ça, il faut accentuer la qualité de l'accueil, être le plus pertinent possible sur l'accueil. Et donc, je laisse la parole à Angélica pour parler de la qualité. Bonjour à tout le monde, donc je suis Angélica Zaromas. Mon nom est un peu difficile parce que je suis allemande et donc beaucoup de monde s'arrête à Angélica. Je suis responsable donc du label Qualité Tourisme Occitanie Sud de France et donc c'est un label qui va travailler surtout le parcours du client, bien sûr aussi qui commence à avoir une vision avec une intégration un peu durable également. Et donc du coup pour la partie œnotouristique, on l'a intégré très très tôt. Donc le label a été créé en 2008, donc ça nous fait pas très très jeune. Et depuis le début, la labellisation des caveaux et des points de vente fait partie de ça. Actuellement, il y a près de 1400 entreprises labellisées et vous voyez qu'il y a 400 caveaux de dégustation de vin, donc c'est la filière actuellement la plus forte avec 35%, donc c'est assez parlant je trouve pour ce label qui se veut plutôt généraliste et qui se veut justement travailler vraiment de manière ciblée sur la qualité de l'accueil des clients et sur la qualité des prestations. Donc du coup un client qui vient dans un établissement certifié qualité tourisme Occitanie Sud de France, il a 2 fois plus de chances d'avoir une expérience réussie. C'est pas juste nous qui le disons, c'est que on se le fait confirmer chaque année par TCI Research au niveau des enquêtes qu'on mène. Et il y a 2 ans, il y a à peu près 80% des entreprises qui nous ont dit avec le label, on apprend à mieux accueillir. Donc du coup, on va juste poursuivre aussi dans cette direction.
Alors, juste pour vous faire une idée, globalement, les filières de notre écosystème, c'est de l'hébergement, bien sûr, sous toutes ses formes. C'est également de la restauration et des activités. Donc, vous voyez que la partie caveau et point de vente, elle est intégrée dans la partie des activités œno et agri-touristiques. Il y a également là-dedans des lieux de visite et souvent, vous voyez que les choses se croisent également de plus en plus, et j'ai vu ça récemment, des croisements avec des activités sportives. Justement, tu disais tout à l'heure diversification. Effectivement, on a aussi des escape games dans le label, ça peut se labelliser aussi, mais également on voit beaucoup des découvertes à cheval, des découvertes avec des vélos électriques. Et donc, du coup, cette diversification sur l'ensemble de cet écosystème touristique, c'est important. Parce qu'en fait, pour les caveaux qui développent une activité touristique, il faut surtout pas que ça soit isolé. Alors, du coup, les caveaux qui sont dans notre label, on a mis l'accent beaucoup sur tout ce qui est transmission de savoir-faire, le métier du vigneron, le vin, le terroir, le savoir-être aussi, parce que c'est très lié au métier. C'est aussi très lié à cet ancrage territorial très très fort. Et je pense que ça, c'est vraiment un atout complètement de la filière qui est beaucoup plus fort que dans d'autres filières touristiques. Alors, du coup, la démarche qualité, qu'est-ce que c'est ? C'est vrai que ce schéma l'explique assez bien. D'abord, c'est un chef d'entreprise, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il va faire au niveau de son positionnement. C'est vrai que les caveaux, tu le disais, il y a très peu où l'activité première, c'est le tourisme. Donc, du coup, les caveaux qui sont dans la salle, souvent, l'activité première, c'est l'agriculture, c'est la viticulture, c'est peut-être pour certains, la vente directe au caveau, pour d'autres, peut-être l'export ou d'autres moyens de distribution via la grande distribution ou d'autres. Et donc, du coup, le tourisme, pour certains, c'est une activité principale. Pour la plupart, par contre, c'est un plus. Par contre, il suffit pas juste de mettre le panneau, ça y est, on est ouvert, venez nous voir. Ce serait absolument le truc à ne pas faire. Alors, du coup, c'est le chef d'entreprise qui dit, j'ai un positionnement, qualité, j'ai un positionnement durable, j'ai positionné mon offre telle quelle, et du coup, qu'est-ce que je veux ? Je veux rendre mes clients satisfaits. Mes clients satisfaits, c'est pas seulement ceux qui vont acheter mon vin, c'est aussi, dans le tourisme, leur fournir une expérience. Comme tu disais tout à l'heure, les familles, forcément, les amateurs de vin, et encore, on peut les séduire complètement par la qualité du vin. Mais je soupçonne que ceux la plupart qui viendront, des touristes, ne connaissent pas forcément ni la manière comment déguster, ni qu'est-ce que ça veut dire un très bon vin. Donc, ils ont besoin des clés pour interpréter tout ça. Le personnel motivé aussi. Alors, du coup, si on n'implique pas le personnel qui est dédié à la partie tourisme ou qui est à cheval sur la partie tourisme plus la gestion du caveau de vente, du coup, il faut impliquer dans ce process qualité le bien-être au travail, la qualité de vie au travail. Parce que du coup, c'est eux qui vont être en lien direct avec les clients. Donc, il faut mettre toutes ces chances de côté pour justement transformer après avec des ventes ou bien tout simplement de dire aux clients revenez vivre une autre expérience avec nous. Alors, grâce à une bonne organisation, moi j'aime bien ce mot parce que je suis allemande, donc c'est pas un cliché. Je pense que beaucoup d'Allemands aiment bien l'organisation. Ce qui se cache derrière, c'est une logique de processus. C'est aussi pour vous une manière de sécuriser votre offre, votre prestation. Parce que vous ne serez pas là, vous, chef d'entreprise, tout le temps. En fait, ça va être des collaborateurs, parfois des stagiaires, parfois le comptable parce qu'il avait le temps. Donc, du coup, il faut absolument sécuriser l'accueil des touristes et l'expérience, justement, qu'on offre aux touristes. Pour au final, le chef d'entreprise, il doit se mener une approche très exigeante, mais exigeante, ça veut dire se remettre en question régulièrement, c'est-à-dire questionner. Est-ce que mes clients, qu'est-ce qu'ils pensent de moi ? Est-ce que ça a été, où est-ce que le bas blesse ?
voilà, qu'est-ce que je peux faire mieux? Assez régulièrement, ça vaut aussi pour la partie durable, des engagements durables. Comment est-ce que je peux les mettre? Est-ce que ma communication, elle est assez claire? Et donc, du coup, c'est cette remise en question. Au niveau du label, bien sûr, il y a tous les 5 ans, il y a un auditeur externe qui vient tout vérifier avec un plan d'action. Et entre-temps, il faut voir qu'est-ce que les clients en disent. Quel est le plan d'action que je veux suivre. Alors du coup, ici, il y a une petite flèche sur tout le parcours client. Et le parcours client touristique, il va commencer pas seulement au moment où ils vont pousser la porte chez vous. Ça commence bien avant. Et au moment où ils vont choisir une destination, ils vont se dire, tiens, à côté de mon camping, il y a un caveau qui me plaît parce qu'il propose une expérience intéressante à passer. J'y vais. Et du coup, c'est cette partie-là qui est essentielle pour vous. Il faut capter le client comme vous le captez sur la séduction au niveau de vos qualités de vin et tout ça. Donc du coup, ça commence ici. Ensuite, le client arrive chez vous, il faut déjà qu'il trouve le caveau. Il faut qu'il sache où ça se situe et puis qu'il soit bien accueilli et que vous puissiez lui communiquer toutes les valeurs et lui faire vivre l'expérience. Et ensuite, la démarche qualité va se poursuivre après, c'est-à-dire sur toute la partie écoute client qui va nourrir justement votre remise en question, qui va nourrir également votre fidélisation, ce que vous allez faire pour fidéliser les clients. Donc on est bien dans une démarche assez systémique de fond qui permet aussi de gérer pas mal de choses, c'est-à-dire vous posez la question sur vos engagements durables. C'est-à-dire que vous faites un vin bio, par exemple, dans des conditions que mon voisin va expliquer tout à l'heure, donc ça va être très chouette. Et donc, du coup, si jamais il y a un décalage avec vos engagements auprès des touristes, si vous dites « Oh non, je vais juste ouvrir le caveau et ça basta, machin », ça va pas du tout. Donc, du coup, c'est en fait vous dire que d'approcher tout ça de manière très systématique et de dire je ne laisse rien au hasard. Et donc pour finir, alors du coup peut-être juste pour être sur la diapo précédente, dans notre label, donc on fait chaque année à peu près 300 audits qualité et donc en 2019, les caveaux, ils étaient super sur le milieu, c'est-à-dire pendant la visite, la prestation d'accueil et tout ça, ils étaient assez en décalage sur le avant et le après, ce qui pose un problème parce que du coup, on a moins de chances de fidéliser le client, moins de chances de lui dire quels sont mes engagements, y compris durables, sur mon offre. Et pour finir, en fait, une phrase assez simple qu'on a depuis le début, c'est dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Et donc, du coup, ça vaut absolument, pour un engagement qualité, ça vaut sur un engagement durable aussi. Et donc, du coup, le label Qualité Tourisme Occitanie Sud de France aide ses adhérents, s'ils le veulent, à structurer justement tout ça, en fait, à structurer cette phrase qui est super simple, super vite dit, mais en réalité qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de structuration à être réalisée. Alors, pour compléter les dires et avant de passer la parole à Rémi, je voudrais citer 2 exemples de territoires touristiques assez emblématiques, mais pas du tout dans le monde du vin. Je crois que ça peut se rapprocher. Le premier, c'est l'Arizona. L'Arizona, quand vous commencez à demander la première fois des informations ou à vous connecter sur le groupe Facebook, ils vous identifient bien. Ils ont une force de frappe. Hein. Et ils vous identifient et ils commencent à vous dire mais au fait, si vous hésitez encore à venir en Arizona, vous avez vu tel film et puis vous avez écouté telle musique et donc régulièrement on reçoit comme ça des informations pour créer cette expérience avant de venir et pour déjà donner le goût de l'Arizona. Puis une fois qu'ils ont identifié que vous êtes venu, généralement vous êtes passé par Vegas et donc là c'est facile de récupérer les mails, hein, chaque fois que vous allez au casino on vous le demande. Et du coup, on va vous envoyer pendant 1 an en suivant les 4 saisons de l'Arizona et donc on va vous informer sur ce qui se passe et ça vous donne envie. Alors bien sûr, on n'a pas la force de frappe de l'Arizona, mais c'est inspirant sur le fait de se dire
envoyer un petit mail à la fin en disant mais en fait vous avez dégusté ce vin en famille, vous êtes venu avec votre famille, est-ce que vous avez dégusté, est-ce que vous l'avez partagé, qu'est-ce que vous avez pensé, ou n'oubliez pas de nous envoyer la photo de votre vin sur la table. D'essayer de continuer l'expérience pour rappeler les vacances, parce que quand on est en vacances, on aime préparer les vacances, surtout en famille, passer du temps avant de se projeter sur les cartes, sur le voyage, et puis on aime pouvoir repartager derrière. La deuxième expérience, c'est l'Écosse, où là par contre dans les distilleries, c'est très clair, lorsque vous visitez les distilleries, on va vous suivre pendant longtemps derrière, on va vous accompagner sur l'expérience touristique et ils font des tas de choses intéressantes, notamment sur la dégustation durable et sur l'expérience du zéro alcool, parce que vous savez qu'en Écosse, vous n'avez pas le droit de conduire avec un seul gramme d'alcool. On est sur la tolérance zéro. Et donc quand on visite la distillerie, on va désigner un SAM dans le groupe qui est celui qui va conduire et à qui on va offrir une mignonnette parce qu'il dégustera plus tard. Et donc plutôt que d'offrir la mignonnette et dire vous le dégusterez plus tard, ils demandent, la plupart d'entre eux, c'est faites la photo du jour où vous allez déguster la mignonnette. Et il y a un concours comme ça, photo derrière, sur la photo la plus drôle pour suivre cette expérience. Ça permet d'augmenter la base de fidélisation client. Donc le no-touriste, c'est difficile à avoir, c'est bien de le capter pendant longtemps. Angélica a parlé du fait de préparer en amont. Alors il y a à préparer touristiquement, mais il y a aussi préparer au niveau de la conception. Et donc ça, c'est à Rémi que revient le devoir de nous expliquer tout ça. Merci France. Donc Rémi Paquentin, bureau d'études Ingé-Vin à Montpellier. Nous sommes maîtres d'œuvre process et bâtiments dans le monde du vin, en France et à l'international. On intervient depuis la vallée de la Loire, le Cognacé, le Bordelais jusqu'à la Bourgogne au niveau national, et on travaille bassin méditerranéen, Amérique du Sud et Europe de l'Est au niveau international. Nous ne travaillons que dans le vinicole, depuis la réception de la vendange jusqu'à la commercialisation, en général sur des projets qui sont quand même en lien avec la production. Notre cœur de métier est vraiment sur vinification, conditionnement, logistique associée, plus tous les bureaux et les points de vente qui sont intégrés à ces lieux de production. La question effectivement de la conception des projets, alors avec un double enjeu, la question du durable et de l'œnotourisme, ce qui est le sujet de cette conférence, ça passe effectivement par une bonne planification en amont. C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a pas de projet qui puisse être reproduit en tout lieu, en toutes circonstances. C'est-à-dire que chaque projet est une somme d'équilibre entre des objectifs de production, des contextes commerciaux, des enjeux œnotouristiques. Et en fait, sur tous ces éléments-là, il y a un ensemble d'articulations à faire et de compromis à trouver en fonction de son propre projet et de son placement par rapport à sa structure au niveau de son contexte et de ses circuits de vente. On parlait d'une mise en perspective avec l'international. En France, parfois, il y a des gens qui font du vin puis qui essayent de le vendre. Voilà. Donc c'est bien, mais ça peut être compliqué. En Amérique, ils vendent le vin, ils ne l'ont encore jamais fait. Alors je ne dirais pas qu'il faut faire comme les Américains en toutes circonstances, mais se projeter un petit peu sur la question de qu'est-ce qu'on va faire de son produit, de comment il se positionne, de comment on va le produire, pour en fait faire des investissements proportionnés. Pour moi, c'est une des clés importantes de la réussite d'un projet à terme. Et on retrouve ça sur la même question du projet œnotouristique. C'est-à-dire qu'en fait, les projets œnotouristiques, il y en a de toutes sortes, de toutes catégories, avec des niveaux de poids à l'échelle des structures qui sont plus ou moins développés. La question, c'est que dans le cas d'un investissement, que ce soit dans l'extension d'un site existant ou dans une construction ex nihilo complètement neuve, il faut se poser la question finalement de qui est ciblé, de qu'est-ce qu'on va proposer et de qu'est-ce qu'on va gagner avec cette proposition. Puisqu'en fait, nous on traite la partie œnotouristique comme un des éléments qui sont concernés comme étant des investissements qui génèrent des retours sur investissement. Le problème, c'est la disproportion entre les objectifs, les usages et les résultats. Là, on peut recoller sur des questions de durabilité des projets, puisque nous, on répète beaucoup que le mètre carré le plus éco-conçu, c'est celui qui n'existe pas. Donc il faut quand même avoir en tête que la construction n'est pas une valeur d'éco-conception. Néanmoins, on ne peut pas faire en permanence avec l'existant, on ne peut pas se transformer, les choses changent, il faut se moderniser, il faut quand même repenser les éléments. On a quand même le monde évolue dans certaines bonnes directions quand même, donc on peut pas. Le but n'est pas de s'arrêter là où on en est. Néanmoins, le très mauvais mètre carré, c'est celui qui a été construit pour rien.
Donc c'est là où on retombe en fait la question de la proportion en fait de son investissement, c'est-à-dire que de l'ambition touristique c'est bien, le fait d'être capable de la calibrer, de savoir finalement qui on vise, de quels moyens on se donne pour viser le public, de l'accueillir, et puis finalement de faire en sorte que son investissement il soit utile et que ça reste pas finalement quelque chose qui a été construit, qui reste vide en permanence ou qui va rester un poids apporté par la structure. Tout ça c'est le projet durable, c'est à la fois le projet qui va le moins impacter son environnement dans la mesure où il perdure. C'est vraiment ce côté-là et c'est pour ça que je parle en permanence d'équilibre. On n'a pas du tout les mêmes logiques sur une structure coopérative de grande taille. À titre d'exemple, nous on a réalisé le projet de la cave de Marseillan à côté d'Agde, où c'est une structure coopérative, 110 000 hectos, avec la perle de Thau, exactement, qui est ronde, c'est une double perle. Et du coup, dans ce cadre-là, qui a un circuit touristique qui permet à des visiteurs, à des vacanciers, d'entrer dans la structure, de visiter le caveau, de déguster, de pouvoir aller voir tous les matériels techniques, tout en maintenant une activité qui se rapproche quand même d'une production industrielle à grande échelle avec des normes de qualité qui soient adaptées. C'est pas du tout la même logique avec d'autres projets qu'on a pu mener, le prieuré Saint-Jean-de-Vébian par exemple à Pézenas, qui est une cave de taille beaucoup plus réduite, où il y a une offre de restauration, d'hôtellerie, d'accueil du client, mais à une échelle beaucoup plus réduite. Dans les deux cas, c'est des projets qui vont s'adresser à un public extérieur, qui ont leurs propres équilibres financiers, qui sont plus ou moins équilibrés. Par exemple, le projet du prieuré Saint-Jean-de-Vébian est un projet qui est déséquilibré sur le plan financier. C'est possible. C'est-à-dire que c'est un enjeu aussi à peser. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux qui sont des enjeux patrimoniaux. C'est-à-dire que vous pouvez considérer qu'une structure n'a pas vocation à pouvoir s'équilibrer en termes de vente de structure dans le cadre d'une revente, mais peut-être un projet patrimonial où on construit un élément et les revenus en fait qui seront tirés de ce projet viseront à tout simplement pouvoir vivre sur l'exploitation. C'est un investissement patrimonial. Donc là, encore une fois, il y a autant de projets, autant de logiques qui sont tout à fait valables en fonction des situations. Par contre, le tout, c'est d'avoir sa logique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas se retrouver à devoir assumer un investissement patrimonial si on n'a pas les moyens de faire du patrimonial. Il ne faut pas non plus chercher à recevoir des bus de touristes si on n'a pas les moyens d'accueillir ces bus, si on n'a pas les toilettes et les moyens d'accueil qui vont être adaptés, et si on n'a pas une offre en fait pour occuper ces touristes quand ils sont là. Donc tout ça, c'est le fait vraiment de se poser des questions par rapport à son contexte touristique, son contexte de clientèle, sa typicité de produit, et réussir à dimensionner un investissement qui va être proportionné. Et ça, du coup, ça a un impact directement aussi sur la durabilité du chai. Alors, en matière, ça c'était pour un petit peu mettre en perspective cette logique de qu'est-ce qu'on fait en amont d'un projet. Après, encore une fois, il y a tout un tas de manifestations concrètes de cette logique, puisqu'après on va dimensionner, calibrer le projet, penser les circuits, penser la mise en scène, et surtout proportionner l'investissement avec l'objectif. Encore une fois, on peut faire des choses qui peuvent être très efficaces d'un point de vue de la réception du public, tout en restant tout à fait appropriés à des vins qui ne sont pas du très haut de gamme et qui vont être vendus comme certains secteurs en France qui vont être extrêmement valorisés. Donc il faut aussi proportionner son investissement à son cadre, et ça peut être tout à fait réussi. Mais dans le développement du projet, sa partie durable, ce qui va être plus compliqué, c'est de réussir à faire la part des choses entre l'imaginaire qu'on va mobiliser du côté du client et de l'onotouriste, l'imaginaire qu'on a soi-même de sa structure et de sa cave, et les problématiques de développement durable et d'investissement sur des structures. Aujourd'hui, nous on a travaillé beaucoup sur cette question de développement durable, on a essayé de trouver un moyen de concilier pas mal d'enjeux, puisqu'en fait il s'agit à la fois de pouvoir gérer des questions de consommation d'eau, d'exploitation, de consommation d'énergie, de consommation de surface, de typologie de matériaux. Donc en fait vous avez tout un panel d'éléments et c'est compliqué de trouver un axe d'entrée, puisqu'en fait on peut positionner du matériel très technique, essayer de faire de la récupération d'énergie, mais en fait si on ne se pose pas la question de pourquoi on a mis le matériel, est-ce qu'il est correctement dimensionné, est-ce qu'on ne pouvait pas l'éviter, et finalement pourquoi est-ce qu'on l'utilise à la fin. Exemple type un groupe froid, voilà. Tout le monde a un groupe froid pour produire du froid pour gérer ses vins. Votre groupe froid, si dans votre process vinicole vous vouliez atteindre des performances qui sont en décalage avec le résultat œnologique que vous souhaitez obtenir, le groupe froid peut être surdimensionné. A contrario, il peut être sous-dimensionné si vous n'arrivez pas à tenir vos vins. À côté de ça, maintenir des vins en température dans un bâtiment qui fait 2 fois la taille nécessaire, et il va falloir 2 fois trop de puissance. Donc tous ces éléments-là, ça veut dire que dans la conception du projet, on va avoir tout un tas d'éléments qu'il faut essayer de mettre en cohérence pour tomber sur des choses qui vont être pondérées et équilibrées. Quand je parlais tout à l'heure d'un imaginaire qu'on va aller mobiliser, c'est que lorsqu'on pense à un domaine particulier qu'on va aller visiter en tant que touriste, parfois ce qui se mobilise en termes d'imaginaire,
ça va être justement des cuviers avec une gondoline, scénographie, la cathédrale. C'est la cathédrale, le temple sacré du vin. Bon, le temple sacré du vin, c'est pas durable. On va le dire de manière très courte. Si vous devez retenir quelque chose, c'est que voilà, c'est pas durable. Je plaisante souvent sur certains grands châteaux bordelais qui nous présentent des projets durables. C'est pas vrai, ils tuent des ours polaires, c'est mal. Voilà. Après, il y a d'autres enjeux. Il y a des éléments qui peuvent être sexy, qui sont architecturaux, qui sont des éléments qualitatifs, il y a de la mise en scène, mais ça n'est pas durable. Si vous pouvez faire une partie de claquette au milieu de votre cuverie, c'est que c'est pas durable. Tout simplement parce que tous les mètres carrés que vous avez construits, il y a des mètres carrés qui sont en trop. Vous avez des volumes acclimatisés qui sont en trop, des surfaces à nettoyer qui sont en trop. La clé de la durabilité, aujourd'hui, c'est une conception dense déchet. La difficulté, c'est que c'est pas vraiment ce qui va mobiliser l'imaginaire de la réception et de la réception clientèle qui vient déguster un domaine. La typicité, le côté justement voilà, des grands auteurs, de la cuverie, des lumières, des effets comme ça, c'est des choses qui ne sont pas directement compatibles. Nous, on a des projets avec des gens qui étaient très ambitieux, qui voulaient faire des choses novatrices et qui se sont heurtés à leur propre imaginaire. Voilà. Ils voulaient le chai du futur et finalement ils ont fait un chai toscan traditionnel. Bon, entre les deux, il y a un grand écart. Et voilà, tout se défend, ça dépend des plus nuls, etc. Mais par contre, c'est pas durable. C'est pas durable. Après, il y a un compromis à trouver. Parce que comme on l'a dit, le but c'est que les structures quand même soient pérennes, qu'on puisse en fait exploiter les domaines, qu'on puisse produire du vin, qu'on puisse le vendre et le valoriser. Donc c'est là où il faut être capable de se dire où est-ce qu'on va recevoir un public, qu'est-ce qu'on va vouloir lui montrer, quelle est l'histoire qu'on va porter. Et à côté de ça, comment on va essayer de faire en sorte qu'au moins, dans des zones où on n'est pas censé avoir accès en permanence, on va essayer quand même d'avoir un développement qui est le plus durable. Et encore mieux, ça peut être de porter sa démarche, c'est d'être capable de porter sa conviction, et en fait de proposer quelque chose qui va sortir de l'habitude, mais de le valoriser. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une véritable ouverture à une valorisation sur ce qu'est le développement durable, sur le fait qu'on est sur une période de changement, sur des choses qui peuvent être inhabituelles. Mais si c'est porté en termes de communication, si on est dans l'avant, dans le pendant et dans l'après de la démarche, finalement, comme on dit, le tourisme n'est pas quelqu'un, il va mobiliser un imaginaire, mais son imaginaire peut être bousculé très vite. Et au contraire, l'élément de surprise peut être quelque chose de très productif au niveau des projets. Donc là-dessus, on peut soit trouver un équilibre, soit essayer d'assumer une certaine radicalité, qui n'est pas du tout incompatible avec l'offre touristique qui est en ce moment. C'est-à-dire qu'au contraire, ça permettrait même de se différencier de la énième allée de cuverie alignée, axée avec une lumière, une entrée, vous voyez, c'est de la cuverie. C'est-à-dire que, dans l'absolu, ça marche avec quelqu'un qui ne visite pas des domaines. Par contre, quelqu'un qui a visité quelques domaines, il va être beaucoup moins marqué par cet élément-là que par quelque chose d'un petit peu plus ambitieux en matière de technique de vinification qui va être porté par un discours. Donc, vous voyez, on fait les vins avec les meilleures technologies, néanmoins, on ne s'est pas enfermé dans l'image du château bordelais traditionnel qu'on va essayer de reproduire un peu partout dans le monde. Voilà un petit peu pour une mise en contexte général des enjeux. Chaque projet est particulier, toujours une question d'équilibre, mais pas avoir peur d'aller vers des choses qui sont un petit peu plus vertueuses au niveau global, parce que ça se défend et ça se vend. Alors, vertueux, c'est exactement ce que veut faire et ce que fait le Cœur d'Hérault. Moi, c'est une démarche qui est globale sur tout un territoire. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on part du territoire et on peut en extraire des choses très individuelles et très pratiques. Donc, à toi Valérie. Alors bonjour à tous, donc je suis Valérie Affre, donc je travaille au Pays Cœur d'Hérault. Donc le Pays Cœur d'Hérault, c'est une structure intercommunale donc qui se situe donc entre Montpellier et Béziers, donc on est traversé par la 75. C'est un triangle en fait entre le Quélard, les Gorges de l'Hérault, Saint-Guilhem-le-Désert et le lac du Salagou. Voilà pour situer un petit peu le périmètre. Et donc nous on travaille avec les 3 communautés de communes sur plein de sujets et surtout en ce qui me concerne, donc sur le tourisme durable, avec 3 offices de tourisme, donc l'Odève, Clermont-Lérault et Gignac, pour donc couvrir tout le territoire. Donc nous, ça fait quelques années, effectivement, qu'on travaille sur le no-tourisme, et les prémices donc, ont commencé il y a une dizaine d'années, où on s'est rendu compte qu'en fait, les restaurateurs qui étaient sur notre territoire vendaient toujours des vins d'ailleurs, mais jamais les vins de chez nous. Donc on avait créé un événement qui s'appelait les Floréales du vin, et le but, c'était en fait de faire travailler tous ces gens ensemble en se disant mais on a de très bons vins chez nous, pourquoi les proposer des vins d'ailleurs? Ensuite est venu le label Vignoble et Découverte, sur lequel donc on a été le 2e ou 3e territoire de l'Hérault à se positionner. Donc on a candidaté en 2015. Non, le premier, je crois que ça a été tôt. Non. Bon, sous contrôle de M. Villaret. Bon.
En tous les cas, on a été dans les premiers à se positionner. Le premier, c'est Gaillac. Claire en 2010. Voilà, mettons les choses. En même temps, il vaut mieux faire les choses bien, mais chacun sa vitesse. Oui, Gaillac n'est pas dans l'héros quand même. Donc du coup, nous avons candidaté donc en 2015. Nous avons eu le label, donc avec une 120 prestataires environ. Et donc le but de ce label, donc qui est quand même lancé par Atout France et qui est donc également supervisé par le Conseil supérieur de l'œnotourisme. Le but est en fait de faire travailler en réseau, puisqu'on s'est rendu compte que dans l'œnotourisme, en fait, la clé c'est de travailler ensemble et pas chacun de son côté. Et donc le but c'était de mettre en réseau tout ce petit monde de l'œnotourisme, c'est-à-dire donc des hébergeurs, des restaurateurs, des caveaux, des caves coopératives, des réceptifs, des offices de tourisme, des lieux culturels, patrimoniaux, etc. Donc, à partir de ce projet, on s'est dit, faut mettre les gens en réseau. Donc, comment on met en réseau? Donc, déjà, dans un premier temps, on avait lancé un produit d'appel qui s'appelait Prenez le temps. Parce qu'aussi, il y a ça, c'est que nous, en fait, ce qu'on revendique chez nous, c'est en fait ce côté slow, qui est un petit peu, en fait, prendre de l'essor depuis la crise sanitaire, où les gens ont envie de prendre le temps. Et chez nous, en fait, on n'est pas là pour concurrencer, évidemment, d'autres destinations touristiques comme le Bordelais. Mais nous, on a tout basé sur l'accueil, sur l'échange, sur la rencontre, sur le bien-être et sur le partage des expériences. Donc, quand on vient chez nous, le but, c'est de rencontrer un vigneron, c'est de lui parler, c'est de, voilà, qu'il y ait un partage d'idées. Donc, ce document d'appel qui s'appelait Prenez le temps, c'était vraiment prenez le temps de partager des moments avec nous, prenez le temps de déguster nos vins, prenez le temps, voilà. C'était toute une déclinaison sur les différents types de prestataires touristiques du territoire. Et chaque fois, c'était ponctué par des petites anecdotes de vignerons de chez nous. Donc, pour vraiment illustrer notre personnalité, notre identité, qui pour nous est très importante et très riche, et sur lesquelles nos prestataires sont très, très à cheval. Ensuite, nous avons, il y a quelque temps de ça, lancé un projet collaboratif qui s'appelle... donc, c'était un projet collaboratif, en fait, qui a été financé par les fonds leaders. Donc les fonds leaders, c'est des fonds européens qui en fait mettent en avant des projets en zone rurale et des zones un petit peu innovants et pilotes. Donc ce sac à dos en fait qu'on a créé, il a été issu en fait donc de ce projet collaboratif avec 4 autres destinations en France, vignobles et découvertes. Donc après je vais vous passer une petite vidéo qui vous permettra de mieux comprendre le concept. Et donc ce projet a été fait en fait par des ateliers créatifs. Donc dans cet atelier créatif, il y avait nos 4 destinations vignobles et découvertes. Il y avait des professionnels, donc du monde du vin, du monde du tourisme. Il y avait également donc des prestataires qui nous ont aidés donc dans le design pour faire quelque chose d'un petit peu accès à tous. Et de là sont nées plein d'idées. En fait, la première, c'était déjà le nom. Comment on va appeler ce sac à dos, puisqu'il faut qu'il ait une identité. Donc, le sac à dos, ça appelé le comporte. Donc, le comporte, pourquoi? Parce qu'en fait, le comporte, à la base, c'est une cuve qui servait, en fait, dans le sud de la France, en fait, qui servait au transport des liquides et notamment du raisin. Donc, d'où l'idée du comporte. Ensuite, il fallait que chaque sac soit unique, puisque le but, ce n'est pas de faire un sac qu'on peut trouver partout. Donc, le but de ce sac qui est unique était aussi également de faire un petit peu travailler donc, les gens du territoire. Et donc, notamment, nous avons fait travailler donc, un atelier d'insertion qui est à Montpellier, qui travaille avec des bâches publicitaires. Et donc, ces bâches publicitaires sont en fait reconditionnées et ont permis en fait de faire la structure de ce sac à dos. Donc, chaque bâche publicitaire est unique, donc chaque sac à dos est unique. Ensuite, nous avons également fait appel aux vignerons de notre territoire pour qu'ils nous donnent des vêtements, des vieux vêtements qu'ils ne voulaient plus. Et donc, ces vêtements, en fait, ont été utilisés après également pour accessoiriser ce sac à dos. Et chaque sac à dos a un nom. Et ce nom correspond à un vigneron. Et ce vigneron a une histoire. Et cette histoire est racontée dans un carnet que nous avons dans le sac à dos. Et ce carnet, en fait, vous verrez, ce sac à dos a beaucoup d'autres choses à l'intérieur. Mais dans ce carnet, donc, il y a l'histoire de ce vigneron. Et il y a également, on demande aux personnes qui empruntent ce sac à dos de raconter eux-mêmes l'histoire qu'ils ont vécue sur le territoire avec ce sac à dos. Donc, il y a une transmission, en fait. Le but, c'est de créer du lien. Voilà. Donc, chaque sac à dos
a deux parties en fait. Donc il y a le sac à dos qui comprend la partie adulte, si je puis dire, donc où il y a un tire-bouchon, il y a, en fait, vous verrez avec la vidéo, il y a pas mal d'accessoires. Et après, il y a un petit sac qui se décroche. Et ce sac, c'est pour les enfants, parce qu'on s'est dit que ce qui était important aussi, c'était les familles. Et ce sac à dos, donc dans le sac enfant, le but, c'est de faire quelque chose de ludique et également qui éveille l'essence des enfants à s'intéresser soit à la biodiversité, à nos vignes, voilà, un petit peu un accès à tout ça. Et mince, j'ai perdu le fil. Est-ce que tu veux que je lance la vidéo? On va lancer la vidéo, oui. Comme ça me permettra aussi après de... Donc, ce sac à dos est mis à disposition, en fait, dans les différents... dans les différents labellisés vignes des découvertes, donc qui sont prêtés, moyennant, en fait, on leur demande une pièce d'identité en caution, donc ils prennent le sac, ils font leur journée avec, et quand ils le ramènent, on leur rend leur pièce d'identité. Voilà. Donc... Avant que tu oublies, ils postulent pour le prix Terre des Vins, il faut que vous alliez voter. Oui, du coup, ce sac à dos, effectivement, et donc on a postulé pour le trophée donc Terre de Vin. Ouais. Donc, si vous voulez voter, je vous invite à le faire. Voilà. Donc ça, c'est la démarche qu'on a fait. Donc le but, effectivement, c'est d'aller se promener dans les vignes, d'aller déguster du vin, d'aller chez les vignerons, puisque ce sac est disponible donc soit chez les vignerons, soit des hébergeurs, soit des restaurateurs, voilà, surtout les personnes qui sont impliquées dans le no-tourisme. On a également d'autres démarches dans cet no-tourisme durable. Nous avons donc, nous travaillons, pas que nous, mais nous sommes très actifs avec le comité départemental de la randonnée pédestre sur les zonorando. Donc le but des zonorando, c'est des randonnées qui sont dans les vignes, au départ souvent de caves coopératives. Et le but, en fait, c'est de faire connaître également un terroir viticole et de finir par une dégustation de vin et d'acheter du vin. Alors ça, c'est effectivement dans l'idéal. Ensuite, nous avons aussi, puisque le tourisme durable, donc on a dit c'est du slow, donc ça veut dire dans la mesure du possible pas de voiture, donc mobilité douce. Et donc nous avons travaillé également avec le réseau des grands sites de France. Donc les grands sites de France, c'est des endroits un petit peu emblématiques du pays et qui sont en fait où on est censé faire donc préserver la biodiversité, puisque souvent ils sont classés dans des Natura 2000 et des choses un petit peu préservées. Le but également, c'est de désengorger, c'est-à-dire ne pas avoir trop de monde qui vient dans ces lieux-là. Et on a créé des escapades nature sans voiture. Donc en fait, nous avons la chance d'avoir 3 grands sites sur notre territoire, donc Cirque de Navacelles, les Gorges de l'Hérault, Saint-Guilhem-le-Désert et le lac du Salago. Et donc, il y a notamment un influenceur à Paris qui a fait ce test et qui a fait donc en France 6 sites différents sans prendre une seule fois la voiture. Donc c'est que c'est possible. Donc vous pouvez consulter ça. Il y a un site internet qui s'appelle www.escapades nature sans voiture et vous verrez ce que cette personne a fait.
Et en fait, pour finir, nous avons également participé, en fait, répondu à un appel à projet qu'a lancé l'ADEME dans le cadre de France Relance, donc qui s'est fait en fin 2020. Et le but, en fait, c'est d'accompagner donc les prestataires touristiques à la transition écologique. Donc, on a fait un appel à projet et on a répondu avec l'Agence départementale du tourisme de l'Hérault et le Parc naturel régional du Haut-Languedoc. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est on passe chez les prestataires touristiques, notamment pour l'instant hébergeurs, restaurateurs, et on fait un diagnostic qui est entièrement gratuit. De là part un plan d'action. Et avec ce plan d'action, on essaye d'accompagner financièrement et donc et en présence, on essaye d'accompagner les prestataires touristiques justement à ce que leur site puisse justement faire des transformations pour la transition écologique. Donc ça va sur, par exemple, l'eau, le tri des déchets, ça peut aller sur les circuits courts, ça peut aller sur les bâtiments, ça peut aller sur l'électricité, sur énormément de choses. Donc pour l'instant, c'est un premier pas que fait l'ADEME, mais le but, c'est vraiment de faire un état des lieux des régions, parce que je pense que nous allons maintenant aller sur quelque chose de beaucoup plus important dans les années à venir. Voilà, pour vous situer un petit peu ce sur quoi nous essayons de travailler et vraiment de créer cet effet réseau sur lequel le Vignoble et Découverte a vraiment été le socle de toutes nos activités, de tous nos événements. Merci. Voilà, merci. Bon, alors on a parlé de la qualité, de ce qu'il fallait faire en amont, de ce qu'il fallait faire ensemble. Maintenant, il faut parler du client et finalement quelles sont ses attentes et comment on l'accueille au mieux. C'est au niveau du tourisme, il y a tout à l'heure on a parlé des déchets bordelais, de ces grands temples de la viticulture. En fait, ça correspondait au tourisme des années 90, en fait, et des années 2000. Et on se rend compte aujourd'hui que le tourisme a beaucoup évolué, et en particulier le Covid est passé par là. Et aujourd'hui, les nouveaux clients qui ressortent, en fait, vont chercher des choses peut-être plus authentiques, peut-être moins de clinquants, moins de de grandes choses, mais plutôt du contact humain, des vignerons qui présentent leurs projets, qui parlent de leur histoire, en fait, qui racontent. Hier, on avait André Derieux, qui était le pape du storytelling, en fait, qui racontent leur histoire, en fait. Et ça, aujourd'hui, c'est presque plus important que de montrer des grands alignements de cuves. Et effectivement, je suis d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, où finalement, il vaut mieux quelque chose d'authentique, où le vigneron fait passer son message, que la beauté architecturale, en fait, et qui souvent d'ailleurs, et quand vous les visitez, c'est très froid. Il y a, ce sont des guides qui font pas passer, qui sont payés pour ça, et qui rencontrent des gens toute la journée, et toutes les heures ça recommence, et qui finalement, quand vous visitez ces grandes cathédrales du vin, vous vous dites, ça manque un peu d'humain, ça manque d'authenticité. Et donc un peu les nouveaux aujourd'hui, les nouvelles attentes des amateurs de vin va être plutôt sur la rencontre, sur le partage, et sur justement passer une heure avec un vigneron qui va essayer de comprendre sa philosophie et pourquoi son vin va être différent de celui de son voisin, en fait. Et finalement, c'est un tourisme qui va être différent, plus slow, comme vous venez de dire, effectivement. Où on va pas chercher l'exubérance, on va pas chercher la performance technique, mais plutôt on va chercher l'humain, en fait. On va chercher à partager une émotion pendant quelques minutes ou une heure ou deux, en fait. Et c'est un tourisme qui va aussi être peut-être un peu moins dans la performance kilométrique, on va dire, où à un moment donné on avait des touristes qui démarraient à Paris et puis qui terminaient à Bordeaux, et il fallait dans la semaine qu'on ait tout vu, en fait. Mais peut-être un tourisme qui va être plus localisé. On pose ses valises à un endroit, puis on regarde ce qu'il y a autour, on fait des découvertes humaines, justement. On va à la rencontre des gens, et on comprend pourquoi ce terroir est différent de son voisin, et pourquoi il y a du vin qui se produit à cet endroit-là, en fait. Donc ça, c'est un peu la deuxième orientation, c'est ce côté je fais plus des kilomètres dans tous les sens, mais au contraire, je me pose et je fais ça plus calmement, en fait.
Pour moi, c'est vraiment les deux grandes orientations qui sont en train de se dessiner aujourd'hui dans les nouvelles demandes qu'on a au niveau des touristes. En fait. Voilà. Merci. Alors, avant de passer la parole à tout le monde pour qu'on puisse échanger des questions, j'aimerais vous demander à tous, en 2-3 mots, quel est le conseil que vous donneriez à un client, à un vigneron qui veut se lancer dans le no-tourisme, qui veut faire évoluer son no-tourisme, parce que quand même, beaucoup ont fait des choses, beaucoup sont déjà présents, et on voit bien, même Bordeaux est en train de repenser son accueil. On garde des gestes architecturaux forts, parce que ça fait partie de l'ADN de Bordeaux aussi. Et la place des Chartrons en témoigne dans l'histoire, c'était un geste architectural fort, c'est leur ADN d'innover là-dessus. Mais il y a aussi un tourisme plus sensible, et du coup, comment les vignerons peuvent faire évoluer ça? Quel est le conseil que vous donneriez? Angélique. Réfléchis. En fait, il y a tellement de choses à dire qu'en 2 mots, je pense qu'il faut surtout rester soi-même. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est-à-dire ne pas inventer, et surtout pas quelque chose d'artificiel, ou des choses où on dit ah bah tiens, ça les clients ils vont aimer, et donc du coup je fais ça. Mais non, en fait il faut se dire mais qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de partager, et si jamais en fait vous ne faites pas ça, ça se ressentira direct tout de suite par les clients, ils vont le détecter tout de suite. Voilà, donc du coup c'est rester vous-même. Merci. Rémi. Je m'appuierai sur ma camarade, puisque c'était très bien dit. C'est dans la même prolongation, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut calibrer les offres, en fait, calibrer ses objectifs, réfléchir en amont, prendre le temps de la réflexion, le faire en lien avec effectivement un produit quand même à vendre à la fin, mais il faut aussi avant tout le produire et l'exploiter, donc c'est une cohérence globale. Et je dirais que c'est toujours une question d'équilibre, et ayez bien en tête, en termes de fonctionnement, et ça marche dans la plupart des domaines, que y a 3 sujets sur un projet, hein. Soit il y a le coût, il y a le temps et la qualité, et on ne peut pas avoir les 3 en même temps. Donc pesez-le bien, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des projets qui peuvent être très qualitatifs et très rapidement opérationnels, mais ça vous coûtera très cher. Si vous voulez quelque chose qui soit économique et qualitatif, ça prendra beaucoup de temps. Et si vous voulez 3 en même temps, personne ne pourra répondre à votre demande, puisque c'est pas réalisable au global. Donc voilà, prenez le temps, ou dégagez les moyens, ça marche aussi. Moi je dirais aussi, dans le prolongement de ce qu'a dit Angélica, c'est travailler ensemble. Parce qu'effectivement, chacun a ses petites pépites, quelles qu'elles soient, il ne faut jamais les sous-estimer. Et justement, le fait de travailler ensemble, ça fait quelque chose souvent de très beau et très bien, justement, si on s'appuie sur sa propre identité. Donc c'est un petit peu dans la prolongation de ce qu'a dit Angélique. Elle t'a pris le mot pépite, attention, tu peux pas. Non, mais... comme quoi, c'était bien. Moi, je rajouterais peut-être la professionnalisation. C'est très difficile quand on est en domaine d'être dans sa cave, d'être dans ses vignes, de vendre son vin, d'être sur des salons, et en plus de monter un outil no-touristique. Mais à partir du moment où on a fait la démarche en se disant je vais mettre en place une démarche no-touristique, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour accueillir les gens chez vous. En fait, vous pouvez pas les recevoir juste 3 minutes, leur vendre du vin et repartir. Si ça vous prend 1 heure, 1 heure et demie, il faut pouvoir dégager dans votre équipe du temps, en fait, que ce soit vous ou quelqu'un de votre équipe. Donc ça veut dire qu'il faut l'intégrer dès le départ, en fait, et de se dire qui aura la charge de recevoir les clients, comment on va les accueillir, et y compris sur des périodes où c'est pas forcément facile pour vous. Ça va être les week-ends, parce que faire travailler les salariés le dimanche, c'est jamais pratique, en fait. Ou au moment où il faut vendanger, où vous êtes déjà débordé par vos vendages, c'est des touristes, ils aiment bien venir voir les vignes à ce moment-là, en fait. Et donc, comment on fait pour quand même ces périodes-là, on vous a accueilli, en fait, où vous êtes en pleine taille, vous êtes débordé par votre taille, mais les touristes, ils aiment bien venir voir les vignes à ce moment-là aussi. Et donc, comment on fait pour l'organiser? Et donc, ça veut dire que c'est une vraie organisation dans l'équipe du domaine, en fait,
Et parfois, c'est pas si simple que ça. Et j'en ai eu discuté avec des grands de l'onotourisme qui n'ont pas la réponse, en fait. Je ne donnerai pas de nom aujourd'hui, mais quand je leur ai souhaité monter des séjours avec eux où on va juste voir les vignes, et j'ai besoin de quelqu'un qui parle anglais dans certains cas, en fait, on ne sait pas faire, en fait, y compris dans des très gros domaines. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, à un moment donné, le projet, il y a besoin de travailler ce qu'on va voir, de travailler le concept, mais de travailler aussi qui va le présenter et les hommes derrière de l'équipe qui vont prendre le temps de le mettre en avant. Et ça, c'est souvent on a un peu tendance à l'oublier en disant ouais, non, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour recevoir ce domaine. Non, c'est pas forcément le cas. Il faut en plus des gens qui parlent des fois anglais, peut-être même une autre langue, etc. Voilà. Merci. Merci. Moi, je retiens comme mot, et Jérôme peut témoigner que c'est le mot qui est ressorti beaucoup hier, et finalement aujourd'hui, c'est cohérence. Voilà, mais en fait, la cohérence, elle est sortie régulièrement sur l'idée qu'il fallait que ça soit en l'image de votre projet. Alors, sur la médiation, vous avez un métier qui est méconnu en France, ou du moins qui a une image qui est parfois vieillissante, et qui sont les guides, interprètes, conférenciers. Qu'il faut pas hésiter à mobiliser sur ça, parce qu'ils ont un vrai savoir-faire sur la médiation. Ils sont pas forcément que dans les cathédrales et les châteaux. On peut les dépoussiérer de temps en temps et les sortir, ça leur fait du bien, ça les aère. Et ils peuvent comme ça faire de la médiation sur un projet ponctuel pour un groupe. Ça se travaille de créer un réseau avec eux. Il y en a un peu partout en France. Et puis, je l'ai pas dit dans les chiffres, mais sur l'observatoire, on remarque que les ventes de vin, elles sont plus fortes quand la visite, elle est payante. Parce que c'est du temps dédié que vous avez passé. Vous avez mis du temps avec les gens, vous les avez dédouanés de l'obligation d'achat, et du coup, au lieu de se dire je vais prendre une petite bouteille là au cas où, et puis il m'a reçu au coin de la table, il sait que c'est une prestation, ça lui laisse le temps dans la visite de s'imprégner, d'apprécier, et finalement le panier moyen il est plus fort derrière. Donc c'est aussi une réflexion à avoir, mais ça veut dire que la prestation elle est irréprochable, parce que quand on demande à quelqu'un de payer une visite, et même la prestation elle est irréprochable. Et on peut dire beaucoup de choses des Bordelais, je ne suis pas la dernière à en dire, mais ils ont compris ça bien avant le reste des vignobles, et la visite qu'ils vous proposent, elle est vraiment calibrée et elle est vraiment irréprochable. Les vins qui vont vous faire qui vont vous faire goûter, il y aura ils vont jamais hésiter à ouvrir la bouteille. Ils vous auront dit, je vais vous ouvrir tel millésime, tel millésime, tel millésime, et vous aurez exactement l'offre, et vous savez pourquoi vous avez payé. Et ça, c'est important. Est-ce qu'il y a des questions ? J'ai pas d'avocat aujourd'hui pour répondre aux questions, mais on peut prendre les questions et je les enverrai à Emery qui sera ravi. Mais est-ce qu'il y a des questions ? Surtout sur le Norando, t'as raté des réflexions hier. Jérôme te fera le résumé. On s'est aperçu que c'était pas si simple que ça, en fait, légalement. Il a fait un peu peur à tout le monde sur le coup. On a vu le CRT se décomposer. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, ouais, sur des caveaux, c'est un petit peu plus complexe qu'on est sur une surface de vente en plus. Donc là, on va coller quand même à des logiques où il faut savoir présenter le produit et on va travailler plutôt sur des logiques de construction durable de bâtiments tels qu'on le voit ailleurs, où là, c'est moins complexe parce qu'aujourd'hui, on est capable de faire avec des choix de matériaux, des bonnes qualités d'isolation, des choses qui sont passives. Voilà, il y a des coûts et des retours sur investissement, donc, mais là on va tomber vraiment sur tout ce que vous avez en labellisation bâtiment classique de bâtiment tertiaire. Ça fait partie des guides qui peuvent permettre en fait de mener une démarche avec un bon équilibre entre le choix des matériaux, la qualité de la conception, pour avoir des bâtiments qui vont avoir un minimum d'impact. Alors après, voilà, par contre, le fait d'avoir la démarche durable plus en profondeur sur la manière d'exploiter, parce qu'en fait c'est là où on va toucher quelque chose. C'est la manière d'exploiter le site, de réussir à le présenter et d'accueillir le client dans un cadre qui va justifier une démarche particulière, en fait, de se détacher. Moi jusqu'ici, j'ai pas vu de site qui avait décidé de pousser la démarche sur cette logique-là. Néanmoins, on va retrouver les mêmes logiques, c'est-à-dire qu'une surface de vente comme on la voit aujourd'hui, c'est un espace comme on le voit là, avec des bouteilles qui sont à une hauteur de prise. Et finalement, encore une fois, vous avez du volume, encore beaucoup de volume, des éléments qui ne sont pas forcément optimisés
en termes de finalement de qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message, comment on le calibre. C'est de passer en fait d'un point de vente où vous allez vendre du vin à un lieu où on va vous acheter du vin. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre voilà, c'est de dépasser l'image du magasin. Je pense qu'en termes de démarche, on retrouve un peu cette logique-là. Aujourd'hui, nous on essaye de faire en sorte que les zones de travail puissent se positionner en prolongation des zones de vente. C'est-à-dire de se dire que mine de rien, la cave n'est pas en permanence en activité complète, en tout lieu et en tout point, et qu'en fait, plutôt que construire des grands caveaux qui eux aussi sont pas en activité permanente, on peut réussir à avoir des interpénétrations, et que justement pour augmenter la question du vécu et de l'expérimentation, si vous êtes capable en fait d'avoir un espace de vente qui va s'ouvrir sur une zone de travail et d'avoir une certaine porosité entre les deux, vous pouvez donner un effet, une expérience client qui est complètement différente. Et là, l'intérêt c'est que c'est moins de surface de vente traditionnelle et plus une utilisation de vos surfaces de production en partie sur de la vente. Moi je garde un souvenir ému de la première fois que j'ai dégusté du vin au robinet de la cuve. Alors ça semble ridicule lorsqu'on travaille en fait le vin, parce qu'en fait c'est pas trop impressionnant. Mais en fait même une fausse cuve avec un bip dédié, le moment où vous tendez le verre et il faut un petit peu de scénarisation, de roublardise quand même, sinon on s'en sort pas. Mais c'est pour vous dire que voilà, il y a un moment où il peut y avoir une part de mise en scène, les choses se contrôlent. Mais le fait de réussir à rentrer dans cette partie de production, d'avoir finalement accès à des éléments, ouvrir une bouteille ou juste ouvrir le robinet dégustateur pour un petit peu pour faire goûter, c'est des moments de vie qui se partagent et qui sont extrêmement impressionnants pour les gens qui ne sont pas du métier à la base. Alors moi j'ai un exemple concret. Exactement. Alors moi j'ai un exemple qui vient d'outre-Manche. En Angleterre, il y a un très joli domaine qui est en train d'être planté du côté de Tintagel, avec vue sur le château de Tintagel, même s'il ne reste pas grand-chose. Et il y a une conscience de l'écologie qui est très très forte dans les Cornouailles. Et le vigneron s'est posé la question de est-ce qu'il y avait besoin pour vendre au domaine de tout mettre en carton de 6 ? Sachant que leurs clients essentiellement viennent en avion, sur l'Angleterre il y a plus grand monde qui vient en bateau, et donc on repart pas avec le carton de 6 dans sa valise parce que c'est pas pratique. Soit on prend 1 ou 2 ou 3 bouteilles, et donc il a réfléchi à est-ce que j'ai besoin de tout emballer quand je suis dans mon chez, parce que c'est pratique. Et donc il a travaillé avec un fournisseur de sacs en jute local. Et donc vous pouvez acheter vos bouteilles qui sont présentées au vrac, comme chez le caviste ou au supermarché. Et donc ils sont pas préemballés. Et il avait calculé que ça lui économisait 20% de carton, qui normalement ils sont emballés, on les a mis, donc ça a fait de la main d'œuvre, on a rentré tout dans les cartons, et puis surtout après les cartons on les a réouverts et on les a jetés. Et sur l'Angleterre où on ne peut pas, on remplit, enfin il vend beaucoup à l'étranger et beaucoup aux touristes parce qu'il est à proximité d'un gros site touristique. Et il s'est dit mais finalement comme il m'achète que 3 bouteilles, il faut peut-être que je repense les choses. Et il a travaillé aussi avec un autre fournisseur qui a fait des emballages gonflables pour les bouteilles individuelles, parce que pour le transporter dans l'avion, rien n'est plus désagréable que d'arriver et de retrouver le vin sur ses vêtements. Ça gâche l'expérience client. Donc il a travaillé sur les emballages, sur jusqu'au bout comment il pouvait accompagner ce geste-là. Après il y a plein d'autres choses qu'il a mis en place, des moutons, des tas de choses. Et le dernier exemple que j'ai pris chez lui qui m'a semblé intéressant, c'est que il est dans une zone ultra rurale. Lui, pour le travail, il a eu besoin d'avoir beaucoup de Wi-Fi, beaucoup de réseaux. Et donc, il a dédié une part de son caveau aux travailleurs qui sont en coworking dans son caveau de vente. Donc il y a un petit endroit où il y a un espace pour accueillir les gens de passage qui veulent travailler. Ça lui fait vivre le bâtiment et du coup il le chauffe pas pour rien, comme il le dit lui dans son discours. Il le chauffe parce qu'il y a des gens là. Donc c'est un usage partagé du caveau de vente. En France, j'ai jamais vu cette expérience aussi poussée, mais lui avait une réflexion voilà, très, très anglaise sur la préservation de l'environnement.
Alors, il est en Cornouailles, il est face à Saint-Agène, il faut que je le trouve. Mais il y a le château juste en face. Juste pour compléter, vous êtes labellisé qualité tourisme Occitanie Sud de France et vous devez absolument jouer le côté réseau. Et dans le réseau des labellisés, il y a une dizaine de caveaux qui ont fait le pas de s'engager dans la RSE. Et donc, chacun, comme on disait, chaque projet est complètement individuel. Donc, je pense qu'il faut surtout pas copier-coller, mais peut-être voir en fonction de votre projet, qu'on vous identifie, nous par exemple avec Isabelle, avec Claire qui sont là de mon équipe et donc qui travaillent donc on travaille beaucoup sur ces thématiques. Il y a par exemple le domaine de la JAS qui est vraiment exemplaire totalement et c'est trop rigolo parce que lui, l'activité touristique, c'est plus une activité de compensation de tout ce qu'ils font au niveau de l'export. Donc du coup, c'est une approche complètement différente, mais super bien travaillée avec toutes les parties prenantes et tout. Et donc, en fonction, moi je pense qu'il faut que vous jouiez sur ce côté réseau et que vous n'hésitiez pas à venir vers nous. On a une dizaine qui se sont engagés dans la RSE et rien de mieux de voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Pardon ? Non, ça peut être surtout que vous puissiez voir avec eux comment est-ce qu'ils ont fait. Par contre, il faudrait savoir un peu, voilà, si vous souhaitez à un moment aller vers la RSE ou pas, et quand vous identifiez un certain nombre de pairs en fait qui vous permettent d'avoir un échange, de voir comment est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait. En fait, c'est chaque engagement RSE, il est complètement différent. Donc, il est calculé. En fait, il est calculé, suivi. Et donc, du coup, en fait, on était allé au comité des parties prenantes qui peuvent participer. Enfin, il implique vraiment l'ensemble des parties prenantes. Et donc, comme c'est une entreprise qui exporte énormément, et bien sûr, en priorité, ils ont fait ils se sont dit, au lieu de faire partir les camions à moitié vides, essayons de les charger à temps à plein et puis de distribuer mieux pour faire moins d'impact sur l'environnement. Et donc, comment est-ce qu'on peut aussi nous compenser? Et il me semble, Isabelle, ils avaient un projet d'ailleurs qui avait été proposé à Adoc, c'est-à-dire de créer un itinéraire de découverte pour les locaux, justement autour du vignoble, des plantes, au niveau du caveau. Après, quand on est engagé dans le durable, c'est pas forcément toujours la vente de vin. Bien sûr, c'est mieux quand il faut cet équilibre économique pour être viable. Mais ça ne veut pas dire que l'ensemble des actions doivent rapporter de l'argent. Il faut aussi se dire quelque part où est-ce qu'il est mon équilibre que je recherche. Il y a d'autres questions? D'accord. Oui, dans la région, là en fait on a rendu pas mal de projets sur les précédentes vendanges. Alors avec le Covid, c'est un petit peu décalé pas mal de phases de projet où en fait on a des études qui se sont retardées. Donc on est plutôt sur une année d'études. Actuellement, on a dans la grande région en incluant la Corse. Ouais, dans la grande région, en incluant, oui, si on inclut la Corse, le Gers et ailleurs, oui, on en a quand même pas mal. Ah oui, oui, non, en termes d'actualité, nous on travaille, alors on fait certes des domaines avec des enjeux touristiques, donc en Corse on travaille avec France justement sur un domaine particulier qui s'installe dans une vallée et qui va faire de la microdistillation, de la réception client, du parcours, donc des choses très ancrées, avec des gens qui sont très, très ancrés dans leur territoire. À côté de ça, on travaille aussi, on vient de livrer une distillerie dans le Cognac, pour suivre un peu la dynamique du marché international au niveau du cognac.
On travaille aussi beaucoup dans le conditionnement et dans l'amélioration en fait à l'échelle des groupes complets, c'est-à-dire qu'on est capable d'amener une expertise d'optimisation intersite, c'est-à-dire des gens qui ont plusieurs sites, qui ont de l'externalisation de logistique, d'éléments. Donc là on travaille sur de la performance opérationnelle à l'échelle du groupe, donc ça a aussi forcément un impact sur les questions de RSE, puisqu'en fait on essaie de limiter les transports, les consommations de carburant, les pertes d'énergie en mutualisant en fait les éléments. Et c'est vrai que d'une manière globale, hein, nous, notre discours c'est aussi de dire que cette côté une efficacité dans de la sobriété, c'est un avantage sur tous les plans. On fait des économies opérationnelles, on fait des économies d'énergie et de moyens. Donc là-dedans, travailler en fait à optimiser les choses de manière très concrète, ça facilite le travail de tout le monde, on enlève de la pénibilité. On fait des choses assez pertinentes là-dessus. En projet, on travaille avec la cave de Castelmort, dans les Corbières. On travaille on a livré le Clos de Caille aussi, qui était un domaine particulier en Provence. Après, il y en a plein, mais sur notre site, on a 150 projets terminés, on en a à peu près 25 en cours. Et vu que ces temps-ci on se déplace beaucoup, j'ai vu tellement de gens que je ne sais plus qui en a signé ou pas dans l'ordre. Et puis bon, il y a des choses que je ne peux pas dire non plus, parce qu'on est quand même soumis à de la confidentialité. Mais on travaille un petit peu partout. Global. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, deux petites questions concernant Cardero et Adoc essentiellement sur qualité tourisme. Je rejoins Jérôme Guillaret sur le fait que on a un gros souci de monter en compétence sur le local, dans le réceptif, dans le problème de la langue, etc. Donc ma première question, c'est de savoir est-ce qu'il y a un accompagnement des collectivités d'argent sur l'organisation, notamment qualité tourisme. Il y a beaucoup de cadeaux qui voudraient être labellisés, mais qui ne savent pas comment faire. Donc est-ce qu'il y a un accompagnement comme ça sur les différentes étapes pour aller sur le tourisme? Et donc, la deuxième question, c'est qu'il y a beaucoup d'opérateurs aujourd'hui qui veulent se lancer dans le tourisme, qui veulent faire des chambres d'hôtes par exemple, ou qui veulent faire un restaurant sur leur domaine, mais en bâtiment, ce sont les bâtiments agricoles, donc ils se heurtent à l'urbanisme. Donc on s'aperçoit qu'il y a peu de ponts entre les services de l'urbanisme et les services de la labellisation de l'eau touristique, notamment au niveau des experts. Je voulais savoir s'il y avait des efforts qui étaient faits de ce côté-là, parce que ça, c'est un vrai frein aujourd'hui pour la plupart des vignerons sur notre territoire. Alors, nous, sur le Cœur d'Hérault, effectivement, il y a quelques années, on avait organisé pour les vignerons, vignobles et découvertes, une formation en anglais en coopération avec la Chambre d'agriculture, mais par contre, peu de participation. Voilà, donc c'est des choses qu'on essaye de faire, mais voilà, faut que la machine, je pense qu'effectivement, ce que disait Jérôme Villaret tout à l'heure, c'est que il y a toujours, il n'y a pas assez de personnes, donc ils sont à la vigne, ils ont d'autres priorités, et que pour faire de l'onotourisme, ça fait partie des priorités. Effectivement, on a du mal à lancer la machine, mais c'est des choses qu'on fait, qu'on voudrait refaire justement, tout ce qui est professionnalisation. Le Covid a un petit peu retardé pas mal de projets aussi. Et après, pour Vignobles et Découvertes, nous, on s'appuie sur des critères. Et ces critères, c'est notamment des gens qui sont labellisés soit qualité tourisme, soit bienvenue à la ferme, etc. Donc nous, après, on s'appuie sur des labels de qualification. Donc c'est pas notre Vignobles et Découvertes ne se veut pas remplacer, en fait. On s'appuie sur des labels de qualité déjà existants. Donc du coup, je laisse la parole à Angélique. Et donc, du coup, moi-même, je suis allemande. Et en fait, une formation juste comme ça en anglais suffit absolument pas pour pouvoir accueillir des clients. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mener de front, je dirais, globalement au niveau de la montée en compétences des salariés. Et je vous assure que c'est pas possible juste en stage de 2 semaines ou je sais pas quoi. Mais bon, ça me concerne, c'est plus mon avis personnel. Et donc, du coup, je pense qu'il y a aussi une recherche en adéquation à faire avec les clientèles qui sont accueillies. C'est-à-dire, il faut vraiment bien connaître, de bien se dire que je suis en capacité d'accueillir qui, et surtout qui est-ce que je veux
avoir comme client. Et donc, du coup, effectivement, si j'ai pas une équipe multilingue, eh ben, il vaut mieux que je reste sur les clientèles françaises, peut-être, en priorité, et que je cible ça. Le label qualité tourisme Occitanie Sud-de-France, effectivement, il va vous aider à structurer, c'est-à-dire tout le parcours client. Il y a une partie de préparation, donc ça, par contre, c'est en une journée, très intense sur le management de la qualité et sur effectivement les points clés. Donc il y en a 225 points clés de l'accueil organisé touristique dans un caveau. Donc nous on va travailler avec l'entreprise pour dire ok il faut que vous passiez ce cap-là. Il y a une partie, c'est d'abord un collectif avec d'autres entreprises. Alors on a fait le choix de mélanger les hébergements, les restaurants, les caveaux, les activités. Et du coup, ça enrichit parce que du coup, il y a ce côté, moi-même, où est-ce que je me situe. J'ai un retour d'un consultant qualité. Je suis accompagnée par une experte d'ADOC. Et donc, du coup, déjà là, je vois complètement mon plan d'action qui ressort. Il faut faire comme ci, comme ça. Et après, on dit combien de temps il vous faut pour mettre en place ces actions de correction. Et c'est le chef d'entreprise qui dit, il me faut 2 semaines, 1 mois, en fonction. Et donc, du coup, c'est là aussi, ça se verra s'il y a des décalages, par exemple, par rapport à des clients qui sont accueillis, qui devraient pas, c'est clair qu'il faut pas forcément cibler les Russes si on parle pas forcément russe. Donc, du coup, ça coule de source presque parce que un caveau qui rentre dans qualité tourisme, Occitanie Sud-de-France, c'est pas juste un commerce, qui vend des trucs et puis il y a cette médiation qui va avec. Donc, le côté humain est très important. Et après, il y a le moment individuel où il y a un client mystère qui vient et qui va dire affiner un peu le plan d'action du caveau. Et donc, du coup, c'est effectivement un cycle de progression à la fois collectif et individuel. Mais j'exclus de ça la formation en langue. Ça, c'est pour moi, c'est pas gérable au niveau, à notre niveau, parce que aussi, ça dépend. Ça dépend ce qu'on souhaite. Ça peut aussi être un critère de recrutement à un moment, de dire est-ce que vous parlez anglais ou espagnol, parce qu'en fonction vous êtes. Oui, bien sûr. Absolument. Et là, tout à fait. Exactement. Donc en amont, le label, c'est un bon moyen de savoir quels sont les essentiels. C'est pas les seuls. Parce qu'une fois que vous rentrez dans le label, vous pouvez progresser. En ce moment, par exemple, on a lancé un cycle sur la RSE. Il est assez long, à travers des webinaires, à travers des échanges. On vise beaucoup le travail entre entreprises sur le réseau. Donc, cet enrichissement. Il y a des entreprises, par exemple, qui, avec les ateliers qu'on fait, ils ont complètement refait leur site internet. Ils se sont pris en main, ils se sont dit, je prends les trucs et puis je peux faire des choses. Voilà. Donc, on donne en fait les clés. C'est à vous de les activer, aux entreprises de les activer. Pour renforcer ça, vous avez des fonds Vivea qui peuvent être mobilisés pour des formations en intra et en inter. Vous avez le comité régional du tourisme qui ouvre de plus en plus ses formations aux prestataires touristiques au sens large, notamment toute la partie webinaire, formation et autres. Chez Airbus, pour faire monter en compétences en anglais, ils font beaucoup de formations en immersion chez des hôtes anglais qui résident dans la proximité toulousaine, et on n'en manque pas avec le Lot, notamment la Dordogne. Donc vous faites du séjour immersif, et ça fait quand même assez monter le niveau, mais il faut avoir quand même une connaissance de base, mais ça réactive les réseaux. Donc on peut toujours trouver quelques solutions. Après, c'est sûr que dans le recrutement, la stratégie, elle est importante de savoir ça. Sur les aides, et c'est un des hiatus qu'il y a en ce moment, c'est que vous avez beaucoup d'aides sur la production, sur la partie production, développement de France Agrimaire. Il n'y a pas encore la passerelle vers le tourisme, parce que généralement on a un problème de code APE.
Oui, mais pas sur de l'hébergement type chambre d'hôte, par exemple. Il n'y est plus. L'enveloppe est vide. Donc, on attend la prochaine. Et là, il faut... En fait, c'est souvent le code APE qui va déclencher les fonds les plus intéressants. Et on a pas mal de vignerons qui sont en train de créer des holdings avec plusieurs activités pour pouvoir dédier des activités différentes pour la levée de fonds. Ça, c'est de l'ingénierie financière, c'est pas du tout mon métier, mais pas mal le font justement pour aller chercher en fonction de la vision qu'on a et de ce qu'on veut aller chercher. Moi, je voulais compléter, en tous les cas, en ce qui nous concerne, nous aussi, on essaye d'utiliser la main-d'œuvre aussi des offices de tourisme, notamment, je pense, tout ce qui est compétences en communication, parce que c'est vraiment le point faible. Donc, site internet, réseaux sociaux. Et donc, souvent, dans les offices de tourisme, vous avez des personnes qui font ça. Et donc, on essayait justement d'organiser une formation, justement, pour au moins les sensibiliser. Alors, ça se veut pas une formation, ils vont pas sortir de là en étant community manager, hein. Mais le but, c'est justement de les alerter, d'essayer un petit peu de les sensibiliser pour que eux aussi, après, ils aient aussi peut-être la curiosité, soit d'embaucher, soit de se former un peu plus. Et ça peut aller sur d'autres choses. On a fait également des initiations à la dégustation. On essaye, je pense que c'est plus un rôle après de sensibilisation et d'éveiller leur curiosité, leur envie de se former, d'aller plus loin. On ne peut pas se suppléer après à des organismes de formation. C'est pas notre métier, c'est pas notre compétence, mais le but c'est de les accompagner et peut-être aussi de déclencher cette envie d'aller plus loin et de créer quelque chose de plus professionnel. En complément, je me permets de rebondir sur le sujet de l'urbanisme, qui va plus coller à notre domaine d'activité et qui permettra en plus de rebondir sur les questions d'actualité de ce qu'on fait en ce moment. Effectivement, l'urbanisme, la réglementation, la subvention, c'était pas le sujet de la conférence d'aujourd'hui, donc je vais pas insister sur ces questions de transversalité, de toute la complexité en fait aujourd'hui de mener un projet pertinent. Comme on le dit, il faut le calibrer, mais ensuite il y a toutes les étapes intermédiaires où ça nécessite de disposer de compétences extrêmement transverses et de plus en plus spécialisées. À titre d'exemple, on travaille actuellement dans le Bordelais avec une cave qui fait des créments de Bordeaux et qui a la chance de travailler encore dans des galeries existantes souterraines, qui a émis à la municipalité et à la communauté de communes leur souhait de pouvoir développer la structure pour pas avoir à quitter le village, à quitter ces carrières qui font leur identité pour la prise de mousse des effervescents. Donc la communauté de communes a très bien entendu, leur a fait une zone dédiée au niveau du plan local d'urbanisme, qu'elle a noté d'un petit c, inconstructible en raison des carrières. Donc parfait. Voilà, après 5 ans de communication sur le sujet, le truc bloqué. Donc la première approche, c'est fini. Ils n'ont plus qu'à quitter le site, ou alors ils continuent à avoir aussi site déporté avec des camions qui tournent, un véritable désastre sur le plan opérationnel et sur le plan du bilan carbone. Donc ils nous avaient comme maître d'œuvre, on ne s'est pas laissé abattre, on a pris notre bâton de pèlerin, et donc on allait voir la préfecture pour savoir c'était quoi ce risque carrière, est-ce qu'il pouvait être purgé, et en fait on a développé un projet qui permettait, avec toutes les administrations concernées, de réussir à purger en fait une partie de la falaise pour construire un bâtiment intégré dans la roche. On va sortir 25 000 m3 de roche, qui vont être revalorisés pour être utilisés pour de la construction de bâtiments, pour justement équilibrer le coût sur l'opération, retrouver les qualités de la prise de mousse dans la carrière. Mais pour ça, il a fallu aller trouver la préfecture qui nous autorise à faire le trou. Puisque le trou était fait, on pouvait enlever le risque carrière, ce qui permet de modifier le plan local d'urbanisme qui prend en compte cette modification du risque carrière afin de poser un permis de construire qui est obtenu et qui permet de réaliser tout ça. Sachant qu'on a même réussi à trouver des moments où l'administration ne savait plus ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé autour d'une table, j'ai dit bon, si je fais ça, qui je préviens, ils m'ont dit on sait pas. J'ai dit donc je le fais mais j'irai pas en prison. J'ai dit on espère. Donc on s'est lancé un petit peu comme ça. Donc il faut, voilà, il y a de l'expertise quand même particulière sur ces projets-là. Quand je dis qu'il faut prendre le temps, c'est prendre le temps de se projeter. Il faut aussi se faire accompagner. C'est des coûts qui sont présents, mais par rapport à l'impact que vous avez en aval sur les projets, c'est pas comparable. Une bonne ingénierie, des bons conseillers sur des thématiques, c'est hyper rentable. Voilà. C'est hyper rentable, faut pas hésiter parce que c'est devenu de plus en plus complexe. Et on en rigole, mais des fois on en pleure aussi un petit peu, même nous. Donc voilà. Merci beaucoup à tous. Merci.